Ok, bonsoir Didier. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux Bonsoir d'être tout là. le monde. Et oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Ils nous disent qu'ils n'ont rien. Oui, c'est normal, on vient juste de lancer, donc normalement ça devrait être bon. Voilà, donc si vous pouvez nous mettre un petit OK dans le chat, nous dire que vous captez bien, que tout va bien, que vous nous entendez bien, bah, ça serait super gentil de votre part. Donc, voilà. Voilà, on y est. Ouais, super, ok. Donc c'est bon, vous captez bien, génial. Donc bah, vous êtes nombreux ce soir, donc bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là et bienvenue donc autour de Didier Pénissard ce soir sur le thème intuition et réussite, révélation. Donc comment utiliser votre intuition pour réussir votre vie. Donc ce soir, les trois essentiels, c'est être capable de trouver une réponse pour évoluer vers une échelle plus élevée dans la vie, se connecter à notre source pour trouver des solutions, des idées, en obtenant des flashs intuitifs très pertinents pour répondre à nos problèmes. Être capable de percevoir et ou de ressentir des opportunités, qu'elles soient financières, des rencontres hasardeuses, coups de chance, qui permettent une accélération de notre réalisation et de nos ambitions. Donc Didier, vous êtes coach, auteur, formateur en développement personnel, conférencier. Et voilà, et ce soir, on vous accueille. Alors moi, j'ai ma connexion Internet qui a tendance à... Alors, vous m'entendez? Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que je suis assez proche du micro? Voilà. Donc, avant de démarrer, moi, j'ai envie. Ouais, je vous ai transmis les questions des Alors, gens. je les ai lus et puis j'ai fait une petite synthèse dans ma tête des questions Ouais. qui reviennent les plus souvent. Voilà, super. Donc, bah, merci pour vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, déjà ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance, qui a pour mission de permettre à chacun de pouvoir partager et puis aussi à chacun de pouvoir se réaliser. C'est ce qu'on disait juste avant. Je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose qui devient de plus en plus important et de plus en plus urgent. Et on le voit dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment se relier à notre nature divine et pouvoir vivre pleinement à partir de là pour soi et pour la globalité aussi. Et du coup, voilà, je pense que c'est important. Donc, bienvenue. Alors par contre, ça saute pas mal. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc un plan de conférence que nous allons pouvoir voir sur l'écran tout au long, au fur et à mesure du défilement de cette intervention. Alors, je me présente, donc je m'appelle Didier Pénissard, comme l'a dit Caroline. Je m'intéresse au domaine de l'intuition parce que euh, j'en ai fait beaucoup l'expérience que le domaine de l'intuition, le modèle intuitif, est une fonction qui est quasiment présente chez chacun de nous. Nous avons tous cette capacité, mais souvent elle est à l'état latent, c'est-à-dire qu'elle est en sommeil et notre société, nous allons le voir par le mode de culture, a tendance un petit peu à amenuiser cette capacité parce qu'on n'en a pas vraiment l'usage. On utilise de plus en plus des outils de la communication que vous connaissez tous, comme ceux qu'on est en train d'utiliser en ce moment, mais il n'empêche que nous avons cette capacité qu'on pourrait nommer d'ailleurs un sixième sens, et on peut arriver à l'éveiller, le révéler et le réveiller pour arriver finalement à ce qu'on puisse l'utiliser presque de manière presque à volonté, hein, bon, si ce mot-là peut peut-être un peu surprendre, mais presque à volonté dans notre vie de tous les jours. Bien, j'attends le premier slide qui devrait apparaître de par magie. Voilà, le voilà. Bien, alors, le thème donc, de cette intervention, de cette causerie, c'est donc comment utiliser votre intuition pour réussir. Alors, je vais vous donner une petite histoire, je vais raconter une histoire vécue. C'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Euh, une personne s'est retrouvée à être complètement pris dans une sorte de tornade de l'existence où, en quelques jours, tout ce qu'il avait imaginé, investi, tout ça s'est retrouvé finalement perdu. C'était une bonne idée, ça partait sur des bons principes, c'était d'ailleurs un investissement important sur un projet assez mirifique.
et novateur, et puis du jour au lendemain, tout a basculé, rien ne s'est fait comme prévu et patatras, tout a été, finalement anéanti. Alors c'était un groupe de gens qui avaient ce projet, des gens avec plein d'ambition, plein de, comment dire, d'idées, et ils se sont perdus de vue, vu cet échec finalement de ce qui s'est passé. Et pendant 7 8 mois, ils ne se sont pas vus. Ils ont perdu, les relations qu'ils avaient entre eux. À partir de là, en fait, un des membres qui était très intuitif, heu, s'est posé une question et tous les jours, il repensait à cette question: comment finalement rebâtir un projet, qui soit finalement un projet qui soit très proche de celui qui était initial. Et alors il avait pas les moyens, parce que tout seul il pouvait rien faire, il n'avait pas non plus les outils, mais il avait l'idée. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il repensait à ça en se demandant comment faire pour arriver à rebâtir quelque chose de solide, de sérieux, de concret dans cette idée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, il a eu une intuition. Une intuition qui lui a dit: «Appelle telle personne». Et cette personne faisait partie de ce groupe de ces gens dans lequel, ils avaient lancé ce projet, 6 ou 8 mois auparavant. Pourquoi lui plus qu'un autre? Il n'en sait rien. Mais toujours est-il que c'est ça qui lui est apparu à l'esprit. Alors il aurait pu dire: «Bon, tout ça c'est une idée idiote, pourquoi je pense à ça?» Il a obéi parce que comme il était habitué à utiliser et exploiter ses intuitions, il a donc pris son téléphone et il a appelé. Et effectivement, il tombe sur la personne qu'il avait rencontrée dans ce groupe, qui avait ce projet qui avait échoué, heu, quelques mois auparavant. Surpris de l'avoir au téléphone, l'autre lui dit: «Tiens, tu viens m'appeler, tu» Ils ont pris bien sûr de leurs nouvelles respectives et subitement, dans la discussion, il s'était rendu compte que cette personne qui l'avait rappelé possédait une compétence extrêmement rare dont il avait absolument besoin pour réaliser ce fameux projet. Et lui-même n'était sans doute pas conscient qu'il possédait cette compétence. Toujours est-il que quelques jours après, ils ont commencé donc à créer ce projet à partir des compétences de celui qui l'avait appelé. Et ce projet s'est réalisé. Il s'est réalisé tellement bien qu'en quelques mois, tout ce qu'ils avaient perdu finalement dans cette aventure, non seulement ils l'ont retrouvé, mais en plus ils ont fait de substantiels profits. Donc je vous raconte cette histoire parce que cette personne dont je vous parle, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai été, confronté à ça et je peux dire aujourd'hui que si je n'avais pas eu cette, intuition en me levant le matin et d'appeler cette personne, bah, j'aurais pas rebâti, ce que j'avais eu l'idée de ce projet et que ce projet s'est finalement construit autour d'un flash qui m'a duré peut-être 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, je ne sais pas, je me souviens pas exactement, mais enfin, c'était quelque chose de très bref et j'ai eu bien fait de reprendre contact avec cette personne. Certains me diraient: «Il y avait une chance sur, 1 000 000, à la fois que je tombe sur la bonne personne et qu'en plus cette personne ait les compétences et qu'elle veuille le faire». Bah, vous voyez comme quoi l'intuition est tout à fait possible. Au-delà de cette histoire, je vais donner un petit peu une sorte de définition de la notion de réussite et de d'intuition. Pour moi, ce sont 2 choses différentes, mais qui peuvent se lier. En réussir, alors je pense que dans dans cette salle, vous avez donc si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose, une ambition, un rêve, un projet, un objectif, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui, vous motive pour obtenir quelque chose, une sorte de réussite. L'idée de réussir, c'est quelque chose de très large, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit, heu, si par exemple votre rêve, votre ambition, c'est d'aller, je sais pas moi, à l'autre bout du monde et de le faire, bon ça c'est réussir, mais si c'est aussi d'avoir un projet, je sais pas moi, écologique ou on en parlait tout à l'heure, bon, ou n'importe quoi d'autre, si vous faites ce que vous avez décidé de faire et que vous le réalisez, bon, bah, c'est une réussite. Alors après, ça peut être de la réussite financière, ça peut être de la réussite,
intellectuelle, en disant: «Tiens, je veux atteindre tel niveau», bref, peu importe. Et puis, l'intuition, elle, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? L'intuition, d'abord, c'est difficile à définir parce que sur le plan, scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle existe, mais il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui entrent en jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on veut la tester dans un laboratoire, même avec des sujets qui sont particulièrement, doués en intuition, il suffit que ce jour-là, je sais pas, il ait une mauvaise nouvelle qui soit arrivée, que, il a été mal garé puis qu'il a eu un PV sur sa voiture ou qu'il s'est fait engueuler par son patron ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, le facteur intuitif va être inhibé ou à pire, il peut donner des informations systématiquement négatives. Donc, on sait aujourd'hui que l'intuition est un facteur qui est, relativement difficile à maîtriser parce que le côté psychologique joue un rôle absolument essentiel. On ne reçoit des intuitions que lorsque l'esprit est plutôt, dans un en tout cas dans une bonne condition, plutôt que dans des mauvaises. Alors, quel est le lien entre les 2 concepts? Bah, c'est là que je vais essayer un petit peu d'être un peu plus précis. Heu, on va voir, on va essayer de constater on va constater même, peut-être ça va vous surprendre, en tout cas moi ça m'avait surpris lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, qu'en réalité, on ne peut pas se passer d'intuition si on veut réussir. C'est-à-dire que si vous interrogez des gens qui ont atteint un niveau de réussite important dans leur domaine, dans leur secteur, dans leur existence et leur vie, ils vous diront que le facteur intuitif a été absolument essentiel. C'est-à-dire que c'était presque aussi important que, la volonté, que de savoir se fixer des priorités et des objectifs, d'avoir de la persévérance, des connaissances, spécialisées dans leur secteur, mais ils mettaient l'intuition quasiment au même niveau. Alors, beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils ont l'impression qu'on va se foutre d'eux, mais quand on commence à gratter, puis qu'on commence à les interroger en disant: «Mais est-ce que pour vous la notion d'intuition», alors il y en a qui vont appeler ça, différemment. Il y en a qui vont dire: «J'ai des flashs», il y en a qui vont dire: «Je suis guidé», d'autres vont peu importe le vocabulaire utilisé, mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois revient toujours ce concept que, intuitivement, on a besoin d'intuition si on veut réussir et que si à contrario les personnes ne l'utilisent jamais, il ne faut pas s'étonner qu'elles font partie de celles et ceux qui galèrent et qui n'arrivent pas à sortir de cette galère parce que, elles passent à côté de quelque chose d'absolument essentiel. Bien, on va passer à la seconde, diapositive. Donc je laisse le temps que ça apparaisse à l'écran. Jusqu'ici, vous m'entendez tous au niveau du son, ça va? Ouais. Ça a changé, ça ouais, moi ça continue de se déconnecter, mon chat. Bonsoir Chantal. Non, il faut que je l'enlève et que je l'emette. Prenez votre temps, il y a pas de souci. Ça me permet de faire une pause pour ma voix. Ouais, je disais, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est suffisamment, bon, alors je vais reprendre. Donc, comme je vous l'ai dit, la notion de réussite et d'intuition sont étroitement liées et qu'on ne peut finalement réussir si on n'a pas développé cette capacité. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis et même, si possible, d'apporter, de l'eau, au moulin. On a un jour, interrogé notamment des grands scientifiques et quoi de mieux que d'interroger des prix Nobel? Alors on s'attendait à toutes les réponses possibles et inimaginables, mais une grande partie, on pensait plutôt qu'on allait avoir un accueil assez négatif. Il s'est avéré que dans l'enquête qui a été faite et les questions qui ont été posées pour ces prix Nobel, de sciences, de médecine, dans la recherche différente, eh bien, sur 83 prix Nobel, 72 ont cité l'intuition comme faisant partie des éléments importants, parmi les facteurs de leur succès. Alors de leur succès, vous voyez, quand je parlais de réussite, pour eux, c'était de la recherche scientifique. Parce que quand on recherche quelque chose, on n'est pas certain de trouver et raison de plus dans le domaine de la recherche. On fait énormément de tentatives et que, bah, elles sont souvent soldées par des échecs. Donc, nécessairement, il y a des choix à faire et souvent des choix extrêmement difficiles
de la part de ces chercheurs et donc ils sont souvent confrontés, finalement à être dans le flou et quand on est dans le flou, il y a des choix difficiles, très difficiles à faire et parce qu'ils ont des budgets qui ne sont pas extensibles à l'infini et donc faut prendre une décision de dire: «Voilà, on oriente notre recherche sur ça». Eh bien, quand vous voyez que 72 prix Nobel disent que, l'intuition a été absolument essentielle dans leur succès, ça doit vous laisser, réfléchir en vous disant que finalement que si aujourd'hui nous profitons de la plupart des moyens de technologie, de recherche, de médecine et autres qu'il y a autour de nous et qu'on en profite, eh bien, en grande partie, c'est pas finalement, à l'aspect intellectuel, mais c'est aussi grâce, en grande partie, à l'intuition, que l'intuition nous a permis d'avancer, de faire un bond, dans la recherche. Donc il y a un lien direct entre réussir votre existence, réussir vos projets et votre capacité à utiliser, exploiter et aussi de développer votre intuition. Et on va voir, heu, un petit peu plus loin dans la diapositive suivante. Alors, quant à savoir si dans votre vie, tous les jours, vous utilisez vous-même votre intuition, je crois qu'il est utile de vous poser quelques questions. Et ces questions, finalement, c'est: est-ce que dans votre environnement, dans votre manière d'être, est-ce que vous n'avez pas tendance à avoir de temps en temps des pressentiments? Alors j'ai mis quelques expressions qui sont des expressions que l'on peut avoir. Tiens, j'ai le pressentiment que quelque chose va arriver ou que quelque personne va venir, m'appeler ou que j'ai le pressentiment et cetera. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas eu ce genre d'intuition? Ça peut être aussi, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un. On se dit tout le temps: «Il faut des fois se fier à sa première impression». Bon, ça ce sont des paroles un petit peu, je dirais, un peu à l'emporte-pièce, mais il n'empêche que vous êtes quelquefois, en voyant, en rencontrant dans les premiers instants, les premières secondes, une personne qui peut-être avait un rôle décisif dans une opportunité, quelque chose, un projet et de vous faire une idée. Bon, est-ce que vous vous êtes pas posé la question de dire: «Tiens, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon jour pour prendre une décision?» Alors réfléchissez bien un petit peu sur ça et je suis convaincu, sans vous connaître personnellement, que vous vous êtes vous-même posé ces questions à certains moments et que vous avez, peut-être pas fait confiance, systématiquement à votre intuition, mais en tout cas, ça vous a interpellé. C'est-à-dire que vous vous êtes dit: «Tiens, là, finalement, peut-être que c'est un message qui vient de je ne sais où et qui me donne une information utile sur ce que je dois faire. Est-ce que je dois décider de ceci ou de cela? Est-ce que cette personne-là, finalement, je vais continuer à travailler avec elle? Est-ce que ce choix, est le bon? Je suis certain qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu des perceptions qui venaient un petit peu se mêler à votre pensée et qui venaient en quelque sorte, vous interloquer. Alors, peut-être que vous n'y avez pas fait attention, peut-être que vous avez volontairement édulcoré ça en vous disant: «Après tout, ça sert à rien», ou peut-être que vous avez fait attention à ça. Bien, partant de ça, je vais vous demander de passer à la suite. Profitez-en pour vous poser la question pendant qu'on est en train de changer la diapositive, parce que c'est important de savoir si oui ou non vous avez ce genre de choses. Un tout petit instant, je remets un cadre électrique, voilà, qui vient de sauter, mais c'est rien de grave. Voilà, ça y est, c'est réglé. Oui, je reprends, ma discussion. Alors, maintenant, je vous parlais tout à l'heure de ces fameux, chercheurs et ces, prix Nobel qui ont dit que, majoritairement, que l'intuition avait été un facteur absolument essentiel pour arriver à découvrir, à faire des découvertes absolument importantes. Peut-être pas que finalement le domaine de l'intuition intéresse énormément de gens et notamment des gens qui ont atteint des très, très hauts niveaux
de réussite, et je pense principalement dans le domaine du business, des gens qui ont fait fortune et à qui on a été les interviewer. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, que ce soit pas forcément des gens qui ont fait du business, mais il y en a. Et notamment William Keller, qui était le président du conseil d'administration que tout le monde connaît de Philips, et notamment de Philips Petroleum, c'est-à-dire la partie pétrole de Philips. Eh bien, il a développé un programme de recherche sur les capacités extrasensorielles et aussi au niveau de l'intuition. Donc, il a développé, il a mis des millions et des millions de dollars là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a eu besoin, lui, de son intuition pour justement détecter des zones pétrolières, et ils ont trouvé des gisements de pétrole avec des gens qui possédaient cette capacité intuitive. Et ça a tellement donné des résultats que finalement, il a investi là-dedans. Il y en a un autre qui s'appelle Carlson, ce que vous connaissez aussi sans doute, qui a inventé en fait les photocopieurs Xerox, que tout le monde connaît parce qu'on a tous utilisé à un moment ou à un autre des photocopieurs Xerox. Eh bien, lui aussi a été quelqu'un qui a financé des recherches importantes pour le domaine de l'intuition. On a aussi un homme, alors c'est pas un businessman, mais c'est un homme que beaucoup de gens ont connu à une époque, c'était dans le programme Apollo, qui a été sur la Lune, et le capitaine Edgar Mitchell. Alors, le capitaine Edgar Mitchell est un monsieur qui a été un astronaute qui a été sur la Lune, et lorsqu'il est revenu de sa mission lunaire, eh bien, il a développé un centre de recherche basé sur l'intuition. Bien, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, Il y a... il a même été plus loin que ça, c'est-à-dire que le capitaine Edgar Mitchell a même été il a fait beaucoup d'expériences, et notamment des expériences de télépathie euh, entre la Lune et la Terre pendant le voyage. Et donc, il a obtenu des résultats intéressants. Et il a consacré une grande partie de son existence en revenant sur Terre au domaine intuitif et des capacités extrasensorielles. Une autre personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez en tout cas le nom, qui est Hilton. Ça fait penser aux hôtels Hilton, les hôtels de luxe, de grand luxe. Bon, cet homme possédait 16 500 hôtels, hein, lorsqu'on l'a interrogé, eh bien, il a dit que, quand on lui a posé la question, quelle était la source finalement de son immense succès, parce qu'en fait, Hilton a démarré de rien. Il a commencé par acheter des hôtels de classe vraiment moyenne, et puis il les retapait, il les revendait, et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'il a fait. Puis il est monté en gamme comme ça. Eh bien, il a dit que c'était grâce à sa capacité d'intuition qu'il avait atteint ce niveau de réussite dans les affaires, parce que bien évidemment, vous l'imaginez, lorsqu'il faut faire un achat d'un hôtel, on peut parfaitement se tromper et faire un investissement qui soit totalement une catastrophe, et que l'investissement s'effondre. Donc, en d'autres termes, si lui, Hilton, il a réussi à réussir mieux que les autres dans le domaine de l'achat d'un hôtel et de la revente, ou de l'investissement d'un hôtel pour pouvoir le rendre profitable, c'est bien qu'il avait une fonction que les autres n'utilisaient pas. Eh bien, lui, il l'a dit, c'est grâce à son intuition. Alors, il y a un chercheur qui était tchécoslovaque à l'époque du rideau de fer, qui s'appelait le docteur Milan Riesel, qui a émigré aux États-Unis d'Amérique parce que les autorités à l'époque russes s'intéressaient beaucoup à ses travaux. Et lui, en tant que physicien et chimiste, il a développé un concept basé sur un principe, comment on peut développer notre intuition et nos capacités extrasensorielles. Et il a tellement été salué dans son travail qu'il a reçu un prix qui était une des plus hautes distinctions scientifiques aux États-Unis, qui s'appelle le prix McDougall. Donc c'est quelque chose qui est le summum du summum pour le côté, on va dire, niveau de recherche et de travaux. Et il a développé un protocole qui marche de développement des capacités intuitives. Donc il a, pareil, reçu des investissements de l'État américain. C'est-à-dire, pour le coup, là, c'était le-
l'État fédéral américain qui a financé ces travaux. Il y a aussi John Tiscran, je ne sais pas si on dit Tiscran ou Tiscran, enfin peu importe, qui était un président d'une construction très très importante, qui avait des grands bâtiments. Et lui aussi, un peu comme Conrad Hilton, a dit que s'il avait pu atteindre un très haut niveau de réussite, c'était là encore grâce à cette capacité de recevoir des messages qui lui disaient n'investis pas là-dedans, ou au contraire investis là, là il faut que tu achètes, là tu dois travailler avec un tel, etc. etc. Voilà. Bien, on va passer à la suite. Donc tout ça, j'aurais pu vous en donner bien plus, parce qu'il y avait bien évidemment d'autres noms qui sont aussi des noms tout aussi célèbres, mais j'étais obligé de faire le tri. Il n'empêche que vous avez face à vous quand même des gens qui ont atteint des niveaux de réussite financière ou de recherche scientifique qui ont drainé des millions de dollars, ce qui a bien évidemment concerné le contribuable américain. Donc vous voyez quand même qu'on est dans une affaire qui est extrêmement sérieuse et qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui pourrait être de la fantaisie ou de l'imaginaire. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut finalement apporter l'intuition? On a dit que l'intuition et la réussite sont liés et qu'ils sont indissociables. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, quand vous aurez à réaliser votre rêve, votre ambition, je n'y reviens pas, vous aurez à faire des choix difficiles. Et ces choix, malgré votre analyse, malgré la pertinence des informations que vous pouvez avoir de vos collaborateurs éventuels, de vos partenaires ou des données face au problème tel qu'il est conçu pour savoir si vous devez avancer ou pas vers le projet, eh bien, vous allez être confronté à un moment ou à un autre sur des difficultés de choisir. Et ces difficultés de choisir, ben, quelquefois, nous n'avons aucune information pour les prendre. Donc, soit on tire à pile ou face, on lance une pièce, et bon, mais là, c'est quand même risqué. Ou alors, on fait face, on utilise cette capacité de l'intuition. Alors, l'intuition, ça peut aussi servir à sauver sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais en parler si vous me permettez de prendre, Caroline, 2 minutes pour parler de l'intuition et de sauver sa vie. Un jour, j'avais donc fait une intervention à l'étranger et au moment de partir, je rate mon avion de quelques minutes. Je n'allais pas dire de quelques secondes, mais sans doute pas très loin parce que ça devait être aux alentours de 2-3 minutes. Donc à 2-3 minutes, j'ai pas pu prendre l'avion. J'aurais pu le prendre en fait. Je me suis rendu compte qu'après, si j'avais insisté, j'aurais pu le prendre. Mais je n'ai pas insisté. C'est étonnant, hein? Et donc je me suis retrouvé tout penaud là, à essayer de voir comment j'allais faire pour pouvoir rentrer et reprendre un autre avion, ce qui n'est jamais toujours très simple. Vous imaginez ce genre de situation? Qui vous met d'ailleurs en colère. Et puis, bon, bon an, mal an, j'accepte ma condition et je m'aperçois que ma compagnie aérienne ne pouvait pas me prendre dans la journée, donc il fallait que je revienne le lendemain ou le surlendemain, je me souviens plus. Enfin, c'est pas là le sujet. Mais ce qui s'est passé, c'est que le soir même, je me suis retrouvé donc à retourner dans la ville où j'avais été, qui était quand même à 200 kilomètres. C'était pas du tout prévu pour moi et l'hôtel, enfin tout ce qui était, imprévu, j'étais obligé de le revivre. Et au moment d'aller manger, le soir, eh bien, je tombe sur une situation complètement ubuesque où j'étais à une sorte de carrefour. Et ce carrefour, il y avait une personne qui était qui était une personne handicapée, qui n'avait pas de jambes et qui était, désespéré, qui voulait qu'on l'écrase. Je dis bien qu'on l'écrase. C'est-à-dire il avait marre de la vie et il s'était foutu, devant les portes des voitures, prêt à démarrer et il attendait qu'une chose, c'est qu'ils en finissent. Et je suis sorti de la voiture et j'ai essayé par tous les moyens de le faire remonter sur sa chaise roulante, qui était à côté de lui. Et il refusait absolument parce qu'il voulait vraiment mourir.
Et au bout d'un moment, enfin, je vous le fais court, j'ai réussi à le convaincre parce que j'étais moi-même dans un état, sans doute, second j'étais en colère après cette situation, non pas après lui, hein, mais par après cette situation et il a réussi, il a dû voir que j'étais très convaincant et il a remonté sur sa petite roulotte et je l'ai sauvé. C'est-à-dire qu'à quelques secondes près, il était mort parce qu'au démarrage des feux, c'était fini et je me suis dit que finalement, j'ai sauvé cette personne parce que j'ai raté mon avion à cause de ça. J'avais une vie à sauver et j'en suis absolument convaincu parce que j'avais ce sentiment d'évidence que si j'avais pas raté cet avion, ben, aujourd'hui, il serait sans doute pas vivant. Alors, tout ça pour vous dire que là, il y a là encore aux États-Unis, il y a un centre de recherche psychique qu'on appelle le Stanford Research Institute et qui a étudié, beaucoup ce genre de phénomène, notamment, 349 cas d'intuition ou, de préconition, de pressentiment, de gens qui sentent qu'il va se passer quelque chose et on s'est aperçu, c'est-à-dire qu'ils notaient, leurs pressentiments. Dès qu'ils avaient un pressentiment, ils appelaient au téléphone et ils disaient: «Voilà, j'ai un pressentiment très fort de ça». Alors le Stratford Research Institute, le SRI, notait la personne, le jour et l'heure. Donc c'était quelque chose de très, très quantifié. Et on s'est aperçu qu'il y avait 50 des intuitions, la 1 sur 2, qui correspondaient à des décès et des décès de personnes proches, famille, amis ou des gens, des connaissances qu'on connaissait. Donc c'était des gens qui disaient: «Tiens, beh, j'ai pensé à un tel, j'ai eu un pressentiment, c'est je sais pas pourquoi je repense pas à elle d'habitude, c'est un cousin qu'on a peut-être pas vu depuis 20 ans. Subitement, pouf, on se met à penser à lui». Donc là, ça faisait partie des choses qui sont pas banales, quoi. Dire que, si on y pense tous les jours, c'est pas un pressentiment, mais si on y pense de manière totalement, heu heu, sans apparence de raison, ça peut être un pressentiment. Eh bien, c'était souvent un facteur qui annonçait un accident, une tragédie ou un décès. Donc peut-être que c'est déjà votre cas, hein, peut-être que vous êtes retrouvé là-dedans en disant: «Tiens, bah, effectivement, moi aussi, quand j'ai pensé à telle personne, bah, je me suis rendu compte que il lui arrivait tel problème, telle histoire, peut-être tel décès». Il y a un phénomène qui a été aussi observé où cette étude a été, menée dans plusieurs pays, où on a demandé aux compagnies aériennes et notamment aussi heu, là où il y a par exemple des trains, lorsqu'il y avait des gens qui annulaient au dernier moment et lorsque il y a toujours des gens qui annulent, tous les jours, mais il y a statistiquement, lorsqu'il y a une annulation supérieure à la moyenne, heu, ils ont fait cette étude et ils se sont rendus compte que lorsqu'il y avait des problèmes techniques qui ont engendré des catastrophes aériennes, eh bien le taux d'annulation était supérieur aux autres jours et ça, partout dans le monde. Ça, à chaque moment, chaque instant de la vie, on a découvert, quel que soit le pays, que lorsqu'il y avait une grande catastrophe, il y avait des annulations, y compris pour des trains qui déraillaient ou des choses comme ça. Donc bon, bien sûr, les compagnies aériennes ne communiquent pas là-dessus parce que vous imaginez que c'est pas très vendeur, mais il y a quand même, j'avais entendu un jour une émission de radio, c'était avec, un spécialiste de cette question-là et de Von Voecklar, je ne sais plus exactement, Didier Von Voecklar, enfin vous me corrigerez et qui expliquait que dès qu'on franchissait un seuil anormal d'annulation, il n'était pas rare que certaines compagnies aériennes n'envoyaient pas l'avion, annulaient carrément le vol. C'est-à-dire qu'ils ont tellement aujourd'hui les preuves, par les statistiques des centaines de crashs qu'il y a eu, qu'à chaque fois il y avait un niveau d'annulation anormal, bien au-dessus de la normale, qu'aujourd'hui ils ne prennent plus de risques. Ils préfèrent annuler pour des explications qui sont bien évidemment commerciales. Ils vous diront: «Il a annulé parce que ceci», mais en réalité, c'est parce qu'ils avaient très, très peur qu'il y ait un crash. Bien, on passe à la suite.
Pendant ce temps-là, je vois Marie qui dit: «Un jour, un oncle arrive chez moi» et dans ma pensée, je commence à le voir très malade, alors qu'il n'avait absolument rien. Alors je me suis dit: «Tu penses à n'importe quoi» et 6 mois plus tard, il avait un cancer de l'intestin. Ben voilà. Donc vous voyez, ça c'est oui, c'est un petit peu dans les exemples de ce que je viens de vous dire. C'est que quelquefois, lorsque ce genre d'intuition arrive par rapport à un proche, c'est souvent pour annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais il semble quand même que, on voit ça de manière négative peut-être parce que nous on n'aime pas les mauvaises nouvelles, personne n'aime ça, mais il n'empêche que d'un point de vue, de primaire, c'est-à-dire lorsqu'on était un petit peu dans les hommes des cavernes, cette intuition leur permettait d'éviter les graves dangers. C'est-à-dire s'il y a, je sais pas moi, il y avait un ours, qui était haut dans les parages, ils le percevaient, donc pour eux, c'était un message qui leur permettait de dire: «Attention, là, il y a danger de mort». Donc en fait, on aurait gardé cette capacité et finalement, et qui nous rendrait bien service si on y faisait plus attention, peut-être qu'il y aurait moins d'accidents ou moins de tragédies. Alors il y a une théorie scientifique qui est née de tout ça, qui s'appelle le Psy-Mediated Instrumental Response, qui, a élaboré donc une théorie. Alors ça reste une théorie, mais cette théorie s'appuie sur tout ce que je viens de vous dire et bien plus encore. Alors elle dit ceci, qu'à chaque instant, c'est-à-dire au moment même où vous êtes en train de m'écouter, la nuit, le jour, pendant que vous évoluez, travaillez, eh bien vous recevez des messages, on va dire, de sixième sens, de l'extrasensoriel, de l'intuition, en quasi-permanence. Pas à certains moments, tout le temps. C'est-à-dire que les messages seraient finalement, on serait bombardé d'intuitions en permanence. Mais, et j'insiste sur le mais, Chantal nous dit: «Ce n'est pas évident de faire la différence entre une intuition et le mental». Bah, justement, c'est tout là le problème, toute la difficulté, elle est là. C'est que, en fait, notre esprit, il est pollué en permanence, parasité par notre mental et notre mental est constamment en activité. Et c'est de plus en plus le cas parce qu'on est souvent et de plus en plus sollicité parce qu'on on ne sait plus se poser au niveau de son esprit. On a on est tout le temps, dans les sollicitations extérieures. Quand j'en dis sollicitations extérieures, je pense aux médias, je pense, aux appareils, les SMS, bon bref, on est constamment, pollué ces sollicitations font que lorsqu'une intuition veut essayer de se faufiler là-dedans, beh, c'est un parcours du combattant et à ceci s'ajoute que notre mode de culture ne privilégie pas, c'est pas facile à dire, l'intuition. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier cet aspect-là. On ne demande de se fier qu'à sa logique, qu'à sa rationalité, que les choses soient bien carrées et cetera et voilà. Eh ben, c'est une erreur parce qu'en fait, on se prive d'une capacité, mentale nous ouvre des potentialités, des possibilités, pardon, de recevoir des messages, des informations, très utiles. Donc en fait, on a tendance à les négliger. Eh bien, déjà, ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'à partir de maintenant, il va falloir que vous arrêtiez de les négliger. Parce que vous avez sans doute des moments dans votre journée, ça, comme je vous dis, cette théorie du MIR qui consiste à dire que on reçoit en permanence des messages intuitifs, c'est pas une théorie qui s'est élaborée comme ça sur du supposé. C'est parce que des chercheurs dans le domaine de la parapsychologie notamment, sont arrivés à la conclusion que effectivement, ces informations extrasensorielles n'arrêtent pas de nous bombarder l'esprit. Donc, un des éléments essentiels pour arriver à ce que ça fonctionne mieux, que vous puissiez justement, et je vais répondre à Chantal, faire la différence entre la logique et le mental et les intuitions, bah, c'est déjà d'être beaucoup plus attentif à ce qui nous arrive. C'est-à-dire de ne pas mettre systématiquement une étiquette. Ah, pourquoi je pense ça? C'est idiot, ça n'a pas de valeur, mais au contraire, on reçoit quelque chose,
on perçoit quelque chose et de le prendre en compte. Donc, au final, ces intuitions, ben, comme ils sont donc mélangées avec toutes ces sollicitations extérieures et le mental qui n'arrête pas de fusionner, eh bien, moi je dis que j'appelle ça comme ça, les messages sont souvent un peu nébuleux ou manquent de clarté. Mais il y a quand même, aussi encore un mais, des moyens d'arriver à augmenter la capacité de ce signal. Donc, on va passer à la suite. Si vous avez Il y a justement. une question intéressante de Mariam qui dit comment faire le tri avec cette pollution mentale. Et ce que je sais, enfin, moi pour ma part, quand j'ai des flashs ou quoi, c'est pas dans la tête en fait. Et l'énergie est différente. On va le voir que c'est effectivement pas toujours c'est pas toujours mental, mais parce que ça peut avoir, plusieurs canaux. Ça peut utiliser la pensée, mais ça peut utiliser d'autres canaux que la Oui, pensée. mais même quand c'est une pensée, c'est différent en fait. Enfin, c'est une- Oui, c'est différent. Alors on va ça par contre je vais en parler, c'est ce qu'on appelle heu, un signal plus fort qui est ce qu'on appelle un sentiment d'évidence. Ouais, il y a une autre Mais saveur aussi. C'est un peu, pardon? c'est un peu, il y a comme une autre saveur en fait aussi. C'est un peu Oui, c'est une différence. une autre saveur, oui. Ouais, Oui, oui. C'est pas pareil. non. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à les identifier parce que mais il faut reconnaître quelquefois qu'entre un message intuitif et un message, je dirais d'une pensée consciente, quelquefois il faut quand même bien apprendre à se connaître pour arriver à les décortiquer. Alors justement, bah, on est au cœur de la question. Comment on arrivera donc à développer et à ouvrir ce fameux canal intuitif? Moi, c'est la meilleure image que j'ai, c'est un canal et quelquefois il est fermé et il s'ouvre. Il est fermé et il s'est ouvert. Bon, les quand il a commencé à être ouvert, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il ne se referme pas comme ça. Enfin, à moins de ne jamais le ressolliciter. Mais c'est quelque chose qui a tendance à être un peu comme un comme un cône qui a tendance à aller de plus en plus large. C'est-à-dire que plus on va, faire, confiance à son intuition et plus elle aura tendance à être, active et présente dans notre manière de vivre. C'est-à-dire qu'elle sera plus présente dans notre choix, dans nos décisions. Elle sera plus fluide, hein. Donc ça, c'est un des premiers points, dire qu'il ne faut pas imaginer que l'intuition, c'est quelque chose qui va s'ouvrir et puis qu'après, faut tout recommencer. Non, le canal s'est ouvert et après, c'est plus simple de détecter ces intuitions, en tout cas de les comprendre. Donc le premier élément pour ouvrir ce fameux canal, et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, ça peut paraître, pas a priori, spectaculaire, mais pourtant c'est hyper important. C'est de la prise de conscience qu'il existe ce monde intérieur intuitif. Je m'explique. Heu, la capacité intuitive, des chercheurs ont interrogé, et ont fait 2 groupes de gens. Alors ils les ont pris dans la rue. Donc, vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de stéréotypes ou de croyances. Ils les ont pris dans la rue et ils leur ont posé une question, toute simple. Hem, Est-ce que vous pensez que vous avez des intuitions et des intuitions fiables? Alors il y en avait qui disaient: «Non». D'abord, moi j'y crois pas, je crois pas, heu, j'en ai pas et je crois pas, enfin je crois pas. Et puis les je crois que j'ai des intuitions, j'en suis quasiment certain. Et ceux qui ont accepté de faire l'expérience, ils ont dit: «Voilà, bon, vous venez au laboratoire et on va faire des tests pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines». Et ce qui s'est passé a été stupéfiant de réalité. Alors on a appelé les gens qui croyaient les chèvres et ceux qui croyaient pas, on les appelait les moutons. Pardon, c'était l'inverse. Ceux qui croyaient, c'était les moutons et ceux qui croyaient pas, c'était les chèvres. Donc groupe des chèvres, groupe des moutons. Ils savaient pas qu'on les appelait comme ça parce que ça leur aurait sans doute pas plu. Mais les scientifiques les avaient appelés comme ça et ils ont découvert qu'à des tests intuitifs, alors c'était des tests assez simples, par exemple, il y avait une porte et derrière la porte, ils devaient avoir l'intuition de ce qu'il y avait derrière.
Vous voyez, bon, c'est des choses comme ça, c'est des tests que des scientifiques faisaient et ils se sont aperçus qu'en réalité, les gens qui étaient les moutons, le groupe des gens qui: «Je crois à mon intuition», eh bien, avaient des scores, intuitifs bien supérieurs aux chèvres et ils en sont arrivés donc à ce constat, cette conclusion, c'est que la croyance en cette capacité d'avoir notre intuition présente, active, va impacter sur le résultat. C'est-à-dire le fait qu'elle va marcher, l'intuition va être productive et qu'effectivement, il va y en avoir des intuitions. Mais que si au contraire, on n'y croit pas, on est vraiment incrédule là-dessus, on doute de soi, eh bien le canal se referme et obtient, des résultats quasiment nuls. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement à être très proche des lois du hasard et il n'y a pas de capacité intuitive. Donc là, je vous donne une information absolument précieuse, c'est que pour ouvrir ce fameux canal intuitif, il faut y croire. Il faut que notre capacité d'esprit s'accapare l'idée que on a une capacité d'intuition et qu'elle est fiable et qu'elle peut fonctionner à tout instant. Donc vous voyez que ça passe par une croyance, ça passe par une conviction profonde. Parce que, j'ai tendance à le dire, l'intuition, c'est un peu quelque chose qui vous tend la main, c'est-à-dire c'est une capacité qui vous tend la main, qui peut vous rendre de très nombreux services, mais pour qu'elle puisse apporter, toute satisfaction, il faut que de votre côté, vous lui ouvriez votre conscience et ça passe par le fait d'y croire. Donc il ne faut pas du tout, se mettre dans le doute et d'être en permanence dans l'autocritique, en se disant: «Ah ouais, est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que moi je suis capable de recevoir des intuitions? Est-ce que mon cerveau il est capable de ceci? Est-ce que» voilà, donc vous voyez tout le genre de questions qui peut tout à fait, arriver à l'esprit, mais au contraire dire: «Je crois à mon intuition, j'y crois très fort, je sais que ça fonctionne, je sais que la théorie d'Upmir, qui faut que ça fonctionne en permanence, fonctionne aussi pour moi. J'ai le cerveau comme les autres, donc il y a pas de raison que ça ne marche pas. 2, le deuxième conseil, c'est de faire vibrer notre corde, la corde de l'intuition, la corde du sixième sens, avec ce qu'on appelle le focus mental approprié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le focus mental approprié, c'est quelque chose où je vais vous demander quelques instants de revenir sur l'histoire que je vous ai racontée au tout début de cette intervention. Heu, Pendant les mois qui ont suivi, l'événement, je me remémorais tout le temps la même question. C'est-à-dire que mon esprit était toujours focalisé sur comment réaliser ce projet et de trouver la bonne personne pour. Bon, vous me direz, ça a mis 6 mois. Dans le temps, la temporalité du monde, je sais que ça peut paraître une éternité. Mais quelquefois, un projet, s'il est fait trop tôt, ça n'est pas bon. La preuve, c'est que si je l'avais fait trop tôt, si j'avais téléphoné à cette personne trop tôt, ça aurait été impossible de le réaliser. Je le sais parce que j'ai eu les éléments qui m'ont démontré après ça. Donc en fait, il a fallu que mon intuition m'a non seulement informé au bon moment, la bonne personne, mais elle a su attendre les 6 mois pour m'apporter l'information. Et donc le fait la notion de focus mental approprié, ça veut dire que concrètement, lorsqu'on a besoin d'une information importante, lorsque on cherche quelque chose que nous, on ne peut pas avoir autre que par des capacités extrasensorielles, sixième sens, intuition. Eh bien, il faut que notre pensée, la pensée demande, la pensée, que l'on recherche, soit en permanence, enfin en permanence, le plus souvent dans votre conscience. Et pour ça, il y a un truc tout simple, c'est d'écrire notre pensée demande. Je veux savoir, j'ai besoin de savoir, je je voudrais savoir la bonne décision pour, voilà, et on l'écrit. Et le fait de l'écrire et de le voir tout le temps sous ses yeux, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes sur votre bureau de travail et que vous avez cette question, eh bien, vous allez alimenter un processus qui est absolument phénoménal et d'une puissance inouïe. On appelle ça la fonction réticulée activatrice du cerveau.
la fonction réticulée activatrice du cerveau, c'est une fonction dans le cerveau qui est au centre du cerveau, si je me souviens bien, qui est une sorte d'antenne qui se met en action et qui nous permet de voir ce dont on a besoin de voir, de percevoir ce dont on a besoin de percevoir, des messages. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a tendance à être mélangé dans nos pensées et dans les sollicitations extérieures, si on a ce focus en permanence orienté sur notre question-demande et qu'on y pense souvent en s'endormant, le matin en se réveillant, comme je vous l'ai dit, en travaillant, et que ça devient presque une obsession de toujours penser à ça, eh bien, à un moment, il y a un écho dans cette zone du cerveau qui est la fonction réticulée activatrice et qui va déclencher le processus où une sorte de balayage comme un radiotélescope qui viendrait balayer l'univers pour aller rechercher je ne sais quoi d'autre. Eh bien, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que on a déclenché un processus qui va faire que notre pensée-demande va trouver, quand elle aura été en adéquation avec la recherche, le radar de cette fonction réticulée va nous mettre en liaison avec notre réponse que nous attendons. Si réponse il y a. Bien évidemment, s'il n'y a pas de réponse, c'est peut-être que notre pensée-demande n'a pas forcément de réponse. On oublie souvent, on dit: «Oui, mais si j'ai pas d'intuition», c'est peut-être parce que notre pensée-demande n'est pas bonne. On n'a pas besoin. C'est pas parce qu'on pense qu'on veut obtenir un résultat que systématiquement, il y a automatiquement un résultat. Ça, c'est une erreur de jugement, par contre. Mais s'il y a effectivement réponse, eh bien, il y a de grandes chances qu'on les découvre. Donc, heu, en quelque sorte, ça nous permet je dirais que l'intuition, c'est une façon de voir les choses différentes. C'est-à-dire que nous, on perçoit souvent l'inné d'intuition comme un message qui vient de. C'est ça, mais pas que ça. C'est notamment le fait de voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est-à-dire que dans une scène, dans une situation, une situation authentique que l'on vit, il y a des gens qui voient des opportunités alors que d'autres ne les voient pas. Ils ont un regard qui est fermé en quelque sorte, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir et ça leur empêche en quelque sorte de recevoir, des opportunités qui vous passent sous le nez. Et si vous avez développé votre capacité intuitive, eh ben, vous les voyez, vous les percevez. Il y avait une expérience qui avait été faite avec des billets de banque. On avait disséminé des billets de banque comme ça sur un chemin, mais on les voyait pas bien. On peut dire qu'on les voyait quasiment pas, mais ils étaient visibles quand même si on était très attentif. Et lorsque des gens, avaient une conviction qu'ils pouvaient réussir financièrement, on leur a posé la question: «Est-ce que vous croyez que vous pouvez réussir financièrement?» Eh bien, il y avait un groupe là encore, des oui et des non. Il y en a qui disaient: «Oh ben non, moi je réussis jamais financièrement, ça marche jamais tout ce que je fais. J'échoue tout le temps, je suis toujours dans le manque d'argent». Et puis il y en avait d'autres au contraire qui disaient: «Moi, au contraire, moi s'il y a une intuition, une opportunité, je la saisis, j'y crois», enfin bref. Et on leur a demandé de marcher sur ce chemin, qui ne savaient pas pourquoi d'ailleurs qu'ils marchaient sur ce chemin. On leur a dit: «Marchez sur ce chemin, c'est tout ce que vous avez à faire». C'est facile ça. Eh bien, le groupe des gens qui avaient une ouverture d'esprit sur la notion de l'argent, ont vu les billets de banque, 80. Et le deuxième groupe, 12 ont vu les billets de banque. C'était le même chemin, le même lieu, le même parcours. Mais vous voyez qu'il y en avait qui avaient cette fonction réticulée activatrice qui était ouverte et puis il y en avait d'autres qui étaient fermées. Bien, on passe à la suite. Jusqu'ici, ça vous paraît clair? C'est pas nébuleux comme explication? Même si ce domaine-là ne peut pas avoir, comment dire? Une rationalité de logique comme je suis en train de lire en même temps les messages. Suivant notre polarité, on reçoit des pensées du bas astral ou du mental supérieur, d'où l'intérêt de ne pas avoir de faille. Alors moi, je ne sais pas répondre à ça parce que je ne sais pas si les intuitions viennent du bas astral ou du mental supérieur. J'ai envie de dire que, suivant mon expérience que j'en ai, heu, ça vient c'est beaucoup plus proche que ça, en réalité. C'est-à-dire que l'intuition, elle ne va pas aller dans les hautes sphères de l'esprit et de la conscience.
c'est quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre en réalité. Et c'est une fonction mentale. Alors, peut-être certains diront supérieure. Moi, je pense pas qu'elle est supérieure parce que, les hommes des cavernes l'utilisaient, bien plus que nous et eux, ils considéraient que c'était tout aussi naturel que de penser, à faire du feu. Donc l'intuition, c'est je dirais que c'est assez primaire, en fait. C'est beaucoup plus primaire qu'on l'imagine. Alors, qu'est-ce qui va aussi être un facteur qui va ouvrir ce fameux canal, intuitif? Eh bien, c'est l'intensité, volitif de la pensée. C'est-à-dire que notre esprit, lorsqu'on cherche quelque chose, si par exemple vous avez une décision importante à prendre et que vous avez besoin de faire appel à votre sixième sens pour la prendre, parce que le choix est dur, le choix est difficile, eh bien, si vous voulez recevoir ces messages, c'est pas simplement de penser, de dire: «Tiens, j'ai besoin de mon intuition pour prendre cette décision, difficile». Ça n'est pas, un degré élevé d'intention, ça. Le degré d'élevé intention, c'est comme si j'ai la meilleure image, c'est comme si je vous mettais la tête sous l'eau et qu'au bout d'un moment, vous commenciez à dire: «Mais, quand est-ce qu'il va me lâcher là? Parce que je commence à manquer d'air». Donc, votre intensité, de désir, de vouloir, sortir, le nez, le museau de l'eau, si on le mettait sur une échelle de 10, il serait proche de 10. Parce que vous avez votre intention qui est très forte. Et ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que la les gens qui et on parlait notamment de Conrad Hilton ou d'autres, personnages, illustres dont je vous ai parlé qui ont utilisé l'intuition pour réussir financièrement. Ils répondaient lorsqu'on leur a demandé comment ils utilisaient leur intuition, ils vous disaient: «Mais j'ai une intensité de vouloir obtenir la réponse, mais élevée au maximum. Je mets de la fièvre dans mon intensité». Donc en fait, la pensée demande, c'est une pensée qui a un niveau de volition, de volonté, de désir d'obtenir le résultat qui doit être le plus élevé possible. L'intuition, c'est un peu comme lorsque vous lancez une balle contre un mur. Si vous la lancez doucement, le rebond va être léger. Et si vous la lancez violemment, avec toute votre force et toute votre détermination, la balle va vous revenir en pleine figure de manière aussi puissante. C'est exactement pareil. C'est la meilleure image, c'est la meilleure métaphore que je peux avoir. C'est-à-dire que l'intuition, si vous aujourd'hui vous dites: «Mon intuition, elle est pas très fiable, elle fonctionne pas toujours», posez-vous la question: «Est-ce que dans ce que je veux obtenir comme information par le canal extrasensoriel, est-ce que mon degré de désir de vouloir obtenir la réponse, sur quelle échelle il est?» Sur une échelle de 10, 3, 4, c'est pas suffisant. 5, 6, ça commence à être intéressant. 7, 8, là, ça commence vraiment à mobiliser là-dedans. Et si vous arrivez à 10, alors là, c'est génial. L'intuition, elle se déclenche comme une sorte de proportion mathématique entre la puissance de votre désir d'obtenir la réponse et la réponse elle-même intuitive. Suis-je clair là-dessus? Ouais, mais après, il y a aussi, enfin, dans mon constat, je fonctionne beaucoup avec l'intuition, enfin, tout ça, aussi, les autres dimensions, mais je remarque que quand j'ai vraiment une forte demande et qu'après, j'ai un temps de lâcher prise, enfin, en fait, non, ça dépend. Quand je dois avoir l'info tout de suite, c'est tout de suite. Sinon, effectivement, il y a tout un processus aussi. C'est-à-dire que si je suis trop dans la demande, de la demande, ça va bloquer. Donc, Alors c'est pas faux parce que, là j'arrive justement à cet aspect. C'est que l'intuition, elle ne répond pas, de manière systématique, aussitôt, hein. C'est rare, hein, d'avoir ça l'information. arrive, par exemple, Pourquoi? toujours, Parce que d'abord, on peut cette parler. fameuse fonction réticulée activatrice du cerveau, j'y reviens, elle cherche, elle balaye son mécanisme. Donc elle cherche s'il y a une information à aller puiser et je le répète, parce que c'est tellement une évidence qu'on l'oublie. Heu, il n'y a pas des réponses à toutes nos demandes. On croit que et ça c'est une croyance, mais fausse, qui voudrait penser que du moment qu'on le demande, nécessairement il y a une réponse qui va être favorable. Mais il est tout à fait envisageable et c'est souvent le cas, que quelquefois il n'y a pas de réponse parce qu'il ne doit pas y en avoir. Donc si on n'obtient rien, bah, il faut peut-être le considérer comme n'étant pas un élément, favorable à notre on fait peut-être fausse route.
Maintenant, c'est pas toujours le cas, bien sûr, fort heureusement, parce que sinon on ne serait pas là pour en discuter. Mais l'intuition ne répond pas instantanément. Elle répond après avoir fait cette pensée-demande intense, il y a un phénomène de lâcher prise. On y vient. Mais des fois aussi, elle arrive sans qu'on te demande rien. Alors, sans qu'on demande rien, ça c'est le cas où, souvent c'est quand elle nous informe d'un danger. Oui, C'est-à-dire que si par exemple, il y a quelque chose qui est par exemple si on revient aux exemples des gens qui annulent au dernier moment, un vol pour des raisons X ou Y et q bon, c'est pas des gens qui avaient prévu d'annuler, puisqu'ils voulaient bien partir en voyage. Donc là, manifestement, l'intuition a plusieurs différents degrés. C'est-à-dire que l'intuition peut répondre à des pensées-demandes, c'est-à-dire on est face à un choix ou un problème où on cherche une information parce qu'on l'a pas. Je sais pas, moi je prends un exemple d'un chef d'entreprise qui veut recruter quelqu'un et il a trois candidats. Ils sont de même niveau. Bon, que faire? Sachant que quelquefois ça peut nous conduire à une catastrophe. Si il y a un désaccord entre les 2, oui, bon, c'est des choses qui arrivent tous les jours ça, hein. Bon, eh bien, un chef d'entreprise intuitif va mobiliser son énergie d'intensité en essayant d'y penser et d'écrire, quel est le meilleur collaborateur à choisir et il va y penser jour et nuit, même dans sa voiture, sous sa douche, bref, il va être constamment à penser ça. Et puis il y a une phase de vide mental. Alors le vide mental, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Chantal qui disait que c'est difficile de percevoir, entre notre mental et les intuitions. Je l'ai dit, c'est vrai. Sauf que la solution, elle existe. Enfin, c'est pas une solution clé en main, mais c'est une solution quand même. Parce que les travaux qui ont été menés, notamment par cet homme dont je vous ai parlé, ce scientifique qui était à la fois chimiste et en même temps, chercheur en parapsychologie, le docteur Isel, a découvert que l'intuition, elle était beaucoup plus, lisible lorsque notre esprit faisait pendant un court instant, un moment de vide mental. C'est-à-dire que pendant un moment qui peut durer, pas quelques minutes au mieux, quelques secondes au pire, où il y a un moment, il y a un espace où on a laissé vide. C'est un peu comme si vous imaginez que vous arrivez proche d'un, je sais pas, d'un plan d'eau, bon, vous voyez le fond de l'eau, bon, mais si vous prenez un morceau de bois puis que vous brassez, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se troubler et vous verrez rien. Si vous voulez voir le fond, vous pouvez plus le voir parce que les sédiments se sont répartis partout, enfin bref. Eh bien, les sédiments, c'est vos pensées. Mais si pendant un moment vous laissez reposer, reposer, vous verrez les sédiments vont se redéposer au fond et de nouveau, vous voyez le fond. Eh bien, c'est pareil. Le fond de votre pensée vous permet d'avoir l'intuition, il n'apparaît que lorsque vous avez atteint ce vide mental, ce vide de la pensée. Et ce vide de la pensée, il s'obtient par certains exercices. Et là, je ça va être difficile de vous expliquer ça en 2 mots, mais on peut arriver à alors il y a plusieurs méthodes sans doute, hein, il y en a pas qu'une, mais moi j'en connais une, et notamment celle qui a été mise au point par ce fameux docteur, mais qui permet en fait de ralentir l'activité mentale au point stop 0. Et même si ça paraît, fou comme ça, mais il y a des moments, on peut avoir des séquences qui vont durer avec de l'entraînement, on peut aller jusqu'à plusieurs minutes, hein, où on a zéro pensée. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'une intuition arrive, c'est-à-dire la fameuse réponse à la pensée-demande, que notre fonction réticulée activatrice qui a lancé son champ et puis qui a trouvé la réponse que l'on cherchait, au lieu de la mélanger dans mille et une pensées et d'en faire un tri, et c'est très difficile d'arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, là, l'intuition, elle apparaît parce que l'esprit a été nettoyé de toutes ses pensées. Elle a été, édulcorée de tout ce qui pouvait être ces scories mentaux et qui pouvaient en quelque sorte gêner et se mélanger avec la pensée. Donc en fait, l'intuition peut apparaître comme une sorte de bulle d'oxygène qui monte du fond d'un étang et elle éclot et là on arrive à savoir que c'est une intuition. Un autre aspect aussi, c'est d'attendre les réponses et souvent on est impatient.
Et alors l'impatience, c'est l'ennemi de l'intuition. C'est-à-dire que si on veut absolument, accélérer le processus, souvent on est à l'effet inverse. Et c'est souvent ça l'explication pourquoi des gens n'obtiennent pas des intuitions, parce qu'ils pensent que la notion de temporalité, bah, c'est je demande donc j'ai la réponse. Non, là encore les grands spécialistes, des gens disaient l'intuition, comme, Hilton ou j'en passe, ou Xerox, ou des gens qui ont inventé le procédé Xerox, pardon, j'ai oublié son nom, peu importe, ils disaient que lorsqu'ils avaient une décision à prendre, ils laissaient reposer les choses. C'est-à-dire qu'ils savaient que l'intuition avait son temps à lui. L'intuition avait son temps à elle, pardon. C'est sa notion d'aller chercher la réponse n'est pas le même temps que nous au niveau mental, dans notre vie de tous les jours. Donc il faut savoir respecter ce timing. Moi, regardez un exemple avec l'histoire que j'ai vécue, il m'a fallu du temps pour trouver. Mais si j'avais eu une intuition avant qui m'aurait dit de le faire, c'était une catastrophe, parce que ça n'aurait non seulement pas marché, mais en plus, j'aurais retombé dans les mêmes travers. Donc être, aussi, attentif et puis ne pas être impatient. Un autre point aussi, c'est de ne pas faire intervenir ce qu'on appelle la logique. Alors la logique, elle a tendance à vouloir foutre son bazar. C'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir des perceptions qui nous viennent à la conscience, je dirais un peu comme une sorte de petit poussin qui est dans l'œuf, tout de suite elle se jette dessus et le poussin, il peut pas naître. Eh bien, c'est exactement pareil. Une intuition, ça me doit mûrir quelquefois. Et le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est d'essayer de lui poser des questions, de lui dire: «Pourquoi tu penses à ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sérieux ça? Faut que je vérifie tout de suite». Enfin bref, bon. Là, on bloque le canal, c'est-à-dire qu'on lui empêche finalement le processus d'éclore. Imaginez que vous semez quelque chose dans la terre et que, dès que ça commence à germer, vous auriez tendance à biner autour, à labourer. Cette petite graine, même qui commence à germer, elle supporterait pas ces mouvements, permanents de la terre. Parce que c'est fragile. Et bien, c'est exactement pareil et souvent le piège, c'est que dès qu'on commence à avoir un pressentiment, une sensation, que c'est notre sixième sens qui nous informe, on essaie de faire intervenir, à tort, notre rationalité, notre logique. Non, on on prend, comptant l'affaire, c'est-à-dire qu'on ne l'analyse pas, on la prend telle quelle. On n'essaie pas de dire, «C'est vrai, c'est pas vrai, c'est sérieux, c'est pas sérieux, qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que ça veut m'emmener?» On prend brut les choses et on ne les passe pas au filtre de notre logique. On laisse les choses en l'état, à l'état brut et donc quand on a ouvert sa conscience complètement de cette manière-là et bien et qu'on est patient, à la fin, on note tout et on note tout, c'est-à-dire que sans exclusive. On va pas non plus dire: «Tiens, oui, oh, ben non, ça c'est je vais pas l'écrire ça parce que ça» non, non, là encore, on note tout et on fait un tri. La logique ne doit intervenir que uniquement à la fin du processus. Lorsqu'on a totalement, ramené toutes ces informations à soi, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut se permettre de faire le tri et de faire intervenir sa logique, parce que bien évidemment, à un moment ou à un autre, il faut savoir trier les informations qu'on a reçues. Bien, on passe à la suite. Il y a deux questions de. Alors allons-y. Alors, Myriam qui dit l'intuition fonctionne-t-elle si on est dans un état de peur? Non, c'est pas Myriam, c'est Mmh. Mariam. Oui, oui, oui. Alors non, ça marche moins bien. C'est-à-dire que la capacité intuition, alors je dis pas qu'il y a pas des cas où et ça reste le cas d'école. L'intuition fonctionne bien mieux lorsqu'on est dans un état serein. Le canal, se ferme, dès que les émotions l'emportent et notamment la peur. Donc, je vais vous donner un exemple, puisqu'on parle de réussite, souvent les gens qui ont des projets en sommeil, sont des gens qui, après les vacances, se lancent dans le projet. Pourquoi? Parce que
beaucoup de gens ont observé ce phénomène-là. C'est souvent après les vacances que les gens se lancent dans un projet. Mais en réalité, ça s'explique parce que les processus des idées, des intuitions, des résolutions de problèmes par l'intuition, ne viennent parce que les gens se sont détendus en vacances. Et donc le canal s'est ouvert et pendant qu'ils étaient en train de se reposer, qu'ils étaient à faire du farniente ou je ne sais quoi d'autre, eh bien le processus, intuitif, s'est déclenché et les solutions, les réponses sont venues, beaucoup plus facilement que lorsqu'on est, la tête dans le guidon. Autre question? Ouais, mais il y a quand même aussi l'adrénaline. Oui, mais alors l'adrénaline, c'est du stress, c'est-à-dire que l'adrénaline, c'est une hormone qui est déclenchée par les surrénales, et en général, le stress n'est pas du tout favorable au facteur intuitif, c'est même le contraire. Ah bon? Ah, moi, Absolument. quand j'ai eu des trucs d'adrénaline, ça m'est arrivé 2, 3 fois d'avoir des grosses poussées d'adrénaline, bah, je sais pas, alarme incendie en pleine nuit, enfin, je sais que l'intuition, c'était, voilà. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y avait des informations extrasensorielles qui apparaissaient à ce Ah moment-là? ouais, je me transformais ah ouais, c'était ouf. C'est comme si je me C'est transformais. c'est assez rare comme, parce que c'est souvent le processus inverse. C'est-à-dire que lorsque les hormones de stress sont sécrétées, il y a, c'est pas le même cerveau qui en Je pense que c'est rare parce que à chaque fois, ça, c'était avec d'autres personnes et j'étais la seule à réagir comme ça. Et tout le monde était bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mais waouh! Comme si je me transformais alors. c'est le C'est peut-être le cerveau qui agit différemment en fonction de oui, ça, en fait. C'est ça? oui, mais aujourd'hui, on est presque convaincu que le cerveau, qui s'active pendant l'intuition, on a fait des tests, notamment des expériences les les IRM, l'imagerie, la résonance magnétique. Et on a vu que les gens qui avaient des capacités intuitives, je dirais assez développées, utilisaient plutôt le cerveau néocortical et qui était un cerveau, en fait, on va dire, de la pensée la plus supérieure. Alors que le cerveau, primitif, le cerveau reptilien, les gens intuitifs, n'utilisaient quasiment jamais ce moment en état reptilien. Quand on est dans l'état de peur, on est inhibé. On a plutôt tendance à faire des erreurs de jugement. La preuve, c'est qu'on est incapable de juger. On fait souvent des choses. Maintenant, maintenant, à preuve du contraire, la preuve que là, c'est le cas, mais je reste convaincu que la plupart de nos meilleures intuitions arrivent lorsqu'on est dans un état de détente. Mm. Ça, La preuve, c'est qu'il y a des intuitions qui arrivent notamment la nuit. J'ai vu tout à l'heure d'ailleurs quelqu'un qui avait écrit que c'était souvent la nuit que ça arrivait. C'est tout à fait logique parce que pendant la nuit, il y a une déconnexion de l'encéphale, c'est-à-dire que la partie frontale, la partie de devant, qui elle est analytique, est déconnectée et que c'est plutôt la partie occipitale qui se met en marche et donc et qui elle se déconnecte et donc les intuitions apparaissent. Et quand on dort, on n'est pas stressé. mm, mm. Alors, ça nous amène à une question de Laura. Dans ma compréhension, le système réticulé est plus un système de recherche, alors que l'intuition arrive d'elle-même. J'ai du mal à comprendre le lien que vous faites entre les deux. On peut reformuler la question Oui. parce que j'ai. Donc, dans ma compréhension, le système réticulé est plus un système de recherche, alors que l'intuition arrive d'elle-même. J'ai du mal à comprendre le lien que vous faites entre les deux. Mais pour moi, c'est pas du tout. Ce qu'elle me dit là me va très bien. Elles arrivent d'elles-mêmes. Mais ça, c'est parce qu'elle s'est sans doute pas interrogée sur la façon dont elles arrivent. Une intuition n'arrive pas d'elle-même. C'est-à-dire que on a l'impression qu'elle vient d'elle-même. C'est la sensation que ça donne. Quand j'ai une intuition, moi, j'ai l'impression qu'elle vient d'elle-même. J'ai pas l'impression que j'ai été la penser et la chercher. Parce que la fonction réticulée activatrice, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je vais apporter une précision. C'est un processus autonome. C'est-à-dire il est indépendant de notre réflexion logique. Lorsqu'on cherche une information, c'est parce qu'on a fait le vide, qu'on a lâché prise, que ce processus des informations intuitives arrive d'elles-mêmes.
Et lorsque cette personne-là dit qu'elle a des intuitions qui arrivent d'elle-même, c'est que nécessairement, elle est en voie de recherche. Elle les reçoit comme ça parce qu'il y a une partie d'elle-même qui veut obtenir une réponse. Si on obtenait des intuitions, je dirais de manière anarchique, c'est-à-dire qu'on obtiendrait des intuitions en permanence. Alors il y a des gens comme ça dans le monde, heu, qui ont été étudiés, qui sont des gens qui reçoivent des intuitions quasiment en permanence. Ils n'ont rien demandé, rien. Je ne sais pas si c'est le cas de notre, internaute, mais ce sont des gens qui ils traversent la rue, hop, ils ont une intuition. Ils rencontrent quelqu'un, hop, ils ont une intuition. Ils rentrent quelque part, hop, ils ont une intuition. Mais ont-ils besoin de ces intuitions? La réponse, c'est non. Ils n'en ont pas besoin et au final, ils sont en souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'on leur pose la question si c'est ce don, parce que c'est presque un don, hein, c'est quelque chose qui leur apporte plein de choses, au-delà du fait qu'ils ont plein d'informations qui, dans leur vie qui leur viennent comme ça, ils sont très malheureux parce qu'ils sont trop perceptifs. Ils sont hyper perceptifs et les intuitions qu'ils reçoivent, alors là, c'est pour le coup, c'est pas une antenne de la fonction réticulée, parce que l'avantage de la fonction réticulée, c'est qu'elle se cible là sur les informations que l'on cherche à obtenir. Parce que si l'intuition, c'est recevoir des messages dont on n'a pas demandé, on ne les a pas sollicités, alors là, l'intuition devient anarchique. C'est pas bon. Et comme je vous dis, des cas comme ça, il y en a dans le monde et ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui sont des médiums pour le coup. Parce que les médiums, sont des gens qui ont une capacité intuitive surdéveloppée. Alors, quand il s'agit d'obtenir des informations pour d'autres, ça peut être utile, mais souvent le médium le dit lui-même, il est mal dans sa peau parce qu'il est constamment une antenne qui reçoit en permanence. Moi, je vous parle de l'intuition qui vous sert, c'est-à-dire à celle où vous allez développer votre intuition pour réussir et non pas l'intuition qui deviendrait un canal permanent où on recevrait en permanence des messages, comme c'est le cas, mais qui ne serait pas filtré par notre fonction réticulée activatrice. C'est bien une fonction d'intuition qui nous sert là. C'est une fonction d'intuition qui va être un outil pour réussir. Je reviens et je me recentre sur le thème de la conférence et non pas une capacité intuitive qui est rare, mais c'est sans doute le cas de notre internaute qui est présente. Si elle dit: «Elle reçoit des intuitions comme ça», c'est qu'elle est sans doute plus qu'intuitive. Elle est extra-lucide, c'est-à-dire qu'elle est presque médium Mmh. et mais au-delà du fait que ça peut rendre service pour certains, je suis convaincu qu'elle doit pas toujours être heureuse avec ça. Parce que ils reçoivent tout, quoi, Mmh. et y compris les pensées des autres. Si pour peu que qu'ils se trouvent dans le métro et que vous avez des gens qui sont déprimés, elle les reçoit aussi. Donc vous voyez que c'est pas toujours agréable d'être comme ça. Si c'était ça l'intuition, alors là, pour le coup, ça m'intéresserait pas. Oui, en effet, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont comme ça. Mmh. Alors si c'est des médiums, ils y peuvent rien parce que c'est un don qui leur est accordé Bah, et on mais je suis peut, convaincu qu'il y a des gens qui n'ont pas dans les questions que j'avais reçues, que vous m'aviez envoyées, ce sont des gens majoritairement qui, n'avaient pas cette capacité médiumnique. oui, mais je sais, dans la communauté, il y en a beaucoup et enfin, moi, ça me parle fort, tout ça, hein. Après, ça demande un gros travail justement pour apprendre à fermer et à canaliser et le mettre à son service plutôt que ça nous dévore. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais, les médiums, alors sont des gens, hautement respectables et ce sont des gens qui ont une capacité intuitive, de très haut niveau et j'en ai rencontré, j'en connais quelques-uns ou quelques-unes qui ont vraiment une capacité. Heu, Très peu réussissent dans leur vie. Mmh. Très peu parce qu'ils sont constamment ballottés et par les événements, par ce qu'ils pensent, par et cetera. Donc moi j'ai rencontré des médiums de très, très haut niveau et il y a quelque chose qui m'a frappé dans leur discours, c'est: «Si je pouvais me débarrasser de ça». Mais ils peuvent pas parce que c'est leur destin, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils sont dans l'hyper intuitif, c'est-à-dire que partout où ils sont, partout où ils voient, ils reçoivent des messages. Beaucoup considèrent ça presque comme un handicap. Ou alors, il faut le mettre au service des autres. C'est-à-dire que là, ils sont tellement intuitifs, tellement des capacités de médium que pour le coup,
ou alors faut que ce soit une vocation pour aider les autres Mmh. à trouver des réponses. Mais tout le monde ne le veut pas le faire, ça. Je connais des gens qui ont cette capacité médiumnique et ne veulent absolument pas de ça. Et je peux vous dire qu'ils souffrent, hein. Ouais, Mais ouais. pour moi, c'est pas je me recentre sur le fait que l'intuition, ça peut être un outil de réussite. Et dans les questions que vous m'aviez d'ailleurs passées avant de cette conférence, c'est comment permettre d'utiliser mon intuition Mmh. pour réussir, pour atteindre, par exemple, une réussite financière. Moi, c'est tout à fait dans ce cadre-là que je m'oriente. Ah oui, Mais, complètement, mais mais dans n'importe quel domaine, il peut toujours y avoir des hyper fréquences, des hyper lucidités, mais c'est autre chose après ça. C'est un don. oui, non, mais bien sûr, mais après, pour moi, c'est aussi deux choses différentes. Et c'est Oui, tout un oui. travail sur soi, de réussir à canaliser ça. Et après, la médiumnité, c'est une chose, et l'intuition, C'est encore autre chose. C'est c'est encore autre autre chose. chose. L'intuition, on est là sur ce plan-là. La Ouais, canalisation, on est sur les autres plans. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est un gros travail. Et justement, c'est apprendre aussi à comment je peux mettre ça à mon service. Enfin, voilà, comment je peux canaliser ça pour le mettre au voilà. service. Ça, alors là, pour le coup, c'est tout à fait, la thématique de cette intervention. Ah, Alors la suite. ouais. On a dit il fallait faire le tri à la fin et ne pas faire intervenir notre logique pendant le processus parce que sinon, ça bloque tout. Alors, je lis en même temps. Est-ce que nous pourrions retrouver nos objets disparus avec notre intuition? Réponse: «Oui, Elsa, bien sûr». Et moi, j'en ai fait l'expérience. Quelquefois, j'ai perdu des objets, ça peut être des clés ou n'importe quoi, des choses qui pas forcément des clés d'ailleurs, mais bon, je me souviens de des trucs que j'ai perdus mais ça vous est sans doute arrivé. Et effectivement, lorsque, notre mémoire est incapable de savoir où c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que l'objet s'est égaré, c'est quelqu'un qui l'a rangé, notre intuition peut nous guider vers le lieu où se trouve, l'objet. Alors ça peut être une intuition sous la forme de rêve, ça peut être une intuition sous la forme d'être autoguidé, c'est-à-dire tiens subitement vous avez envie d'aller à tel endroit. Je suis certain que ça vous est arrivé et heu et on obtient ça. Alors comment ça se manifeste un message intuitif? C'est un peu la question que vous aviez posée au départ Caroline, au tout début, et là je vous rejoins parce que vous me dites: «C'est pas au niveau mental que ça se passe». Et ben, effectivement, c'est pas toujours au niveau mental que ça se passe. Alors ça peut être au niveau mental. En général, les hommes, ont tendance à recevoir des messages intuitifs, heu, par la pensée. Alors c'est pas une règle absolue, mais c'est statistiquement, ça a été, le cas. C'est-à-dire que les hommes reçoivent plus des messages construits sous la forme mentale et les femmes, c'est plutôt sur des émotions, des sensations. Mais il y a pas de règle absolue là-dedans. La règle, c'est que, heu elle va différer suivant notre mode culturel. C'est-à-dire que suivant notre façon de vivre, de façon de notre manière d'avoir, appris les choses dans notre vie, notre culture, eh bien notre intuition va essayer de trouver le moyen de décoder les messages adaptés à notre culture. Des gens, des autochtones, qui je pense par exemple en ce moment avec les feux d'Amazonie, bon, ce sont des gens qui, font beaucoup appel à leur intuition pour, la chasse, par exemple, pour savoir où il y a du gibier. Bon, eux, ils vont recevoir un message qui va, être, par exemple, dans un songe. D'autres, vont voir, peut-être une perception intuitive dans je sais pas, une saveur en prenant, de l'eau. Ils vont dire: «Tiens là, c'est là que ça me guide». Donc en fait, l'intuition a la capacité de s'adapter à notre culture. C'est-à-dire que les réponses le cerveau, est tellement le cerveau, intuitif. Alors je sais pas, on sait pas trop où il est, hein, on sait que la fonction réticuliste, elle est au centre du cerveau, mais là, d'être capable de décoder ces informations et de les transformer sous la forme de perception culturelle, on ne sait pas où ça se passe. Alors, les scientifiques, ils se mouillent pas, ils disent le cerveau tout entier. Comme ça, et ils sont sûrs de pas se tromper. Mais ça peut être un message aussi auditif. C'est-à-dire qu'on peut entendre une voix. Il y a des gens qui vont dire: «J Mon intuition, moi, c'est une voix, j'entends quelque chose». Il y en a d'autres qui vont voir une image, qui va être une image, brève, mais intense.
C'est ce qu'on appelle un flash. Pendant un moment, on voit apparaître quelque chose d'éphémère qui va peut-être durer une fraction de seconde, mais ça va laisser une trace. Et c'est pour ça que je vous dis ça parce que, c'est à ça aussi qu'on les reconnaît, c'est à ça qu'on trie, dans les intuitions. C'est que souvent, si c'est une pensée flash, c'est quelque chose qui vient s'immiscer entre 2 pensées. Si par exemple vous êtes en train de penser à quelque chose de banal: «Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir?» Puis subitement entre 2 pensées qui sont basées sur ce principe, je dirais, de la vie quotidienne et subitement, pouf! Vient s'interposer un truc qui n'a rien à voir au sujet, qui d'ailleurs ne devrait pas y être parce que vous pensez à votre repas et puis subitement ça correspond à un élément et vous l'associez à une pensée de menthe que vous avez eue il y a 2 3 jours. Vous dites: «Tiens, par exemple, l'objet que je cherche», puisqu'on parlait tout à l'heure d'un objet qu'on a perdu, qu'on veut rechercher. Bon, vous avez la réponse. Bien, pourquoi il est venu ça pourquoi cette pensée est venue se mettre entre 2 pensées, je dirais bien rationnelles, de penser à son repas du soir? C'est à ça qu'on reconnaît que c'est une intuition, parce qu'elle est venue à un endroit, à un moment où elle ne devrait pas être. Alors vous me direz, ça s'apprend, parce qu'effectivement, au début, on n'est pas habitué à ça. On se dit: «Oh bah». On n'y fait pas attention. Et quand on cherche à développer son intuition, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est venu foutre là dans ma pensée ça?» Ça peut être aussi, des actes manqués. Alors moi, c'est souvent le cas, pour moi, mais pas que pour moi. C'est-à-dire que ça peut me faire une bêtise, par exemple. C'est-à-dire qu'au départ, je vais faire tomber un objet et puis en fait, en ramassant l'objet, je découvre un morceau de papier qui va m'apporter la réponse. Vous voyez? Ça peut être, je me trompe, alors je vais vous donner un exemple. J'avais un jour, appris quelqu'un à faire ça et il m'envoie un message, il me dit: «C'est incroyable ce truc-là, parce que j'ai eu un accident avec mon vélo et en fait, et ben, j'ai la personne qui m'a relevé, c'est la personne que j'avais besoin et je cherchais un emploi, ça faisait des mois que je trouvais pas et ben, elle a connu la c'est pas elle qui l'a embauché, hein, mais c'est la personne qu'elle a emmenée pour se faire soigner au mercurochrome, qui l'a embauché. Vous voyez? Donc, dès l'instant où l'intuition est lancée, ça peut parfaitement avoir des répercussions sur nos actes manqués. Alors là encore, on peut rationaliser en disant: «Attends, c'est pas ce que j'ai prévu», et on loupe le truc et le lâcher prise, c'est des fois d'accepter nos errements, nos erreurs, nos petits problèmes qui nous arrivent dans la journée et qui en réalité ne sont pas des problèmes au final, mais ne sont des solutions cachées derrière un problème. L'acte manqué, c'est souvent le cas. Ça peut être aussi une idée soudaine ou une inspiration. Souvent, les intuitions arrivent le matin. Statistiquement, elles sont plutôt présentes, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail préparatoire de la nuit et lorsqu'on reçoit une intuition, c'est souvent le matin que ça arrive. Alors, il y en a qui vont vous dire: «C'est plutôt le soir que ça arrive ou à d'autres moments». C'est vrai aussi, mais majoritairement, statistiquement, lorsque les gens reçoivent des intuitions qui sont fiables, c'est plutôt, le matin. Donc il faut les noter, il faut pas avoir peur de les noter. Ça peut être aussi une, pulsion physique, une émotion, une sensation de quelque chose. On se dit: «Tiens, faut que j'aille là». Je me rappelle, il y a pas très longtemps, j'ai eu un appel téléphonique d'un de mes clients et il a eu l'intuition d'aller, dans un de jouer carrément et quelque chose, alors il a garé sa voiture en double fil, chose qu'il faisait jamais. Il a garé sa voiture au risque de recevoir une amende. Il s'arrête dans un bar tabac qui vendait des jeux et il a gagné une grosse somme d'argent. C'est fou, mais il y avait quelque chose, alors il aurait pu rationnellement dire: «Ah bah non, il faut pas que je me gare là», tout ça, bon. Mais il a eu cette impulsion. Donc quelquefois, il faut être attentif à ça. C'est-à-dire qu'on ressent une pulsion, quelque chose qui nous dit: «Va là, arrête-toi ici», et si on se met pas en danger, bien sûr, et ben, il faut savoir, l'écouter, ce truc-là. Il faut savoir l'écouter parce qu'il semblerait même que des gens qui ont évité des catastrophes, lorsque on parlait tout à l'heure de catastrophes, eh bien, ils disaient: «J'ai eu la pulsion de déchirer mon billet ou
ou subitement de sentir la sensation de retourner à ma voiture et puis de repartir. Enfin bref, c'était pas mental, mais c'était une pulsion physique. Bien, on passe à la suite. Hmm. Alors, je vais lire Alors, un petit il y a, mail ouais, de il y en Laura. a un qui dit j'aurais plutôt dit que l'info intuitive arrive sans forme et que c'est ensuite nos filtres culturels, sociétaux, éducation, croyances personnelles qui lui donnent une forme particulière. Ben oui, mais ça peut être le cas, mais à ce moment-là, si elle vient sans forme, on retombe dans le principe qui est que l'intuition n'est plus contrôlée. C'est-à-dire que l'intuition devient littéralement un canal incontrôlable, et là, c'est plutôt du domaine de la médiumnité. La personne qui vit ça, si c'est son cas, je ne sais pas si c'est son cas, mais si c'est son cas, à ce moment-là, c'est que c'est une intuition incontrôlée. Mais bon, c'est encore autre chose. Alors, comment détecter un flash intuitif des autres? Là, on est encore au cœur du truc. Bon, d'abord, j'insiste là-dessus, il faut calmer le mental. C'est-à-dire que par un entraînement particulier, d'apprendre à ralentir l'activité du mental. Alors moi, je vais vous donner un truc tout simple, c'est lorsque vous avez fait votre pensée-demande, donc vous avez élevé votre niveau de volition, vous voulez intensément savoir, ce que vous voulez, vous relâchez prise. Et l'image que je donne, c'est celle d'un train qui ralentit en gare. Vous imaginez que vous êtes dans un wagon et les pensées représentent en fait le paysage que vous voyez des 2 côtés du train. Et comme le train arrive progressivement en gare, et beh, les images ralentissent jusqu'à se stopper. Donc si ça peut vous aider à ralentir l'activité mentale, c'est un exercice que je peux vous conseiller. Heu, il est conseillé de s'asseoir aussi quand on reçoit des intuitions. On obtient moins d'intuition lorsqu'on est couché que lorsqu'on est assis. Les tests du Rutgers Research Institute ont démontré que les gens qui avaient des intuitions plus fiables, avaient, le dos droit. Alors il ne s'agit pas d'être rigide, mais d'avoir une posture droite, parce que quand on est allongé, le problème, c'est qu'on s'endort, et lorsqu'on s'endort, on ne contrôle plus l'activité, et puis le vide mental est beaucoup plus difficile parce qu'après on se met à rêver et c'est beaucoup plus difficile. Se poser intensément sa question, alors pour ça, le mieux, bah, c'est d'avoir vraiment une volonté très forte, très élevée d'obtenir une réponse. Je vous dis une échelle de 10, pensez toujours, si vous avez la tête dans l'eau, comment l'intensité de vouloir la sortir, c'est la même chose. Et puis on vide son esprit, on calme l'activité mentale, et à ce moment-là, dès qu'on a une impression, intuitive, extrasensorielle, elle est beaucoup plus claire parce qu'elle est pas mélangée dans ses pensées du quotidien. Elle est plus lumineuse, plus vive, plus vivante, hein, même si elle peut durer beaucoup moins de temps. Aussi, il y a ce qu'on appelle un sentiment d'évidence. C'est ce que vous aviez dit au départ, Caroline. C'est-à-dire que lorsqu'on perçoit une intuition, souvent elle est associée à une émotion. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose. On se dit: «Waouh, c'est ça, c'est ça que je veux savoir. J'ai la réponse». Ça, c'est quelque chose qui est un flash pas que mental, il est souvent lié à un sentiment que ce que l'on vient de percevoir, bah, c'est la bonne réponse. C'est ce que j'appelle le sentiment d'évidence. Aussi, quand je vous parlais de ne pas être pressé, parce que l'impatience bloque l'intuition, les 80, à peu près 8 intuitions sur 10 se révèlent après cet exercice. C'est-à-dire une pensée intense, la pensée demande, le vide mental, le relâchement, et si on n'obtient pas de réponse, c'est pas qu'il y a pas de réponse, c'est qu'il y en aura peut-être, et c'est souvent le cas dans 80 après. Alors, elles viennent souvent, comme je vous l'ai dit, le matin, c'est-à-dire la nuit va passer, ou elles viennent à un moment qui est le moment opportun. Il faut recontinuer à se concentrer sur sa pensée demande, refaire du vide mental, et puis recommencer jusqu'à temps que les intuitions arrivent, parce que quelquefois l'intuition, elle va se caler au bon moment. Si vous la recevez trop tôt, bah, c'est trop tôt. C'est comme si vous arriviez à une gare et que vous arriviez trop tôt. Bah, trop tôt, le train il est pas passé. De la même manière, si c'est trop tard, c'est trop tard. Une intuition est souvent au moment opportun. À quoi ça servirait de recevoir une intuition?
pour vous dire il va y avoir un crash d'avion si vous prenez l'avion une semaine avant. Si c'est que vous, une semaine après, vous le prenez puis qu'il se crache, ça aura servi à quoi? Vous auriez bien aperçu qu'il y avait un avion qui allait se crasher en vous disant: «Ne le prends pas», mais que c'était une semaine avant, ça servait à rien. Et ben c'est exactement pareil, c'est difficile à admettre, mais souvent, nos intuitions arrivent au bon timing et le timing franchit les barrières du temps. C'est-à-dire que l'intuition, elle a accès à autre chose que la notion du temps. Comme si l'intuition pouvait dépasser la notion du temps et de l'espace. C'est-à-dire que nous, notre mental, il est dans le temps et l'espace, mais l'intuition, comme c'est un sixième sens, est capable de sortir de ce champ du temps et de l'espace, donc de voir les choses avec une perspective qui nous dépasse, de dire tiens, là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, qui voient des choses qui vont se passer dans l'avenir, et alors qu'en réalité, l'avenir n'est pas arrivé. Et lorsque l'événement arrive, eh bien, il y a une corrélation entre ce qui a été perçu et la réalité. Bien, la suite. Jean-Louis Carré, pour canaliser, c'est super, j'espère que vous recevez des messages intéressants. D'accord. Mental supérieur dirige, bien, alors ensuite, pour arriver, on arrive bientôt un peu à terme de cette intervention. Quels sont les avantages d'associer l'intuition et sa réussite? Alors, ils sont énormes. Comme je vous l'ai dit au tout début de cette intervention, heu, on ne peut pas dissocier la réussite sans avoir cette capacité intuitive. Ça, c'est une certitude. Heu, si vous voulez réussir, vous devez avoir, la maîtrise de votre capacité d'intuition. C'est absolument essentiel. Donc c'est un enjeu important que de pouvoir obtenir ça. Heu, bon, le document est parti, mais je vous le dis quand même. Notamment il arrive. C'est le fait que ça va faciliter la prise de décision. On parlait de stress tout à l'heure, d'adrénaline. Bah, si vous saviez que une question a été posée un jour sur qu'est-ce qui est un des facteurs, de stress le plus important? Eh bien, dans les premières réponses est venu le fait de prendre une décision difficile. Donc, les choix, les décisions à prendre sont souvent des choses qui nous sont obligatoires dans notre vie et c'est comme ça. Donc, quand notre logique ne peut pas répondre à des réponses comme celle-ci, parce que il y a des choix qui nous dépassent au niveau de ce qui peut se produire, eh bien, on est bien content d'avoir une capacité intuitive parce qu'elle va nous diriger, dans la plupart des cas, vers les bons choix, vers les bonnes solutions. Ça nous permet aussi de recevoir des messages lorsqu'on est en difficulté. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans des situations où on ne sait plus comment gérer, on ne voit plus comment s'en sortir, eh bien, on est bien content, de faire appel à son intuition pour que ça nous ouvre des voies, des perspectives pour en sortir. Quand on est dans une impasse, quelquefois, c'est difficile à vivre et l'intuition, ben, est une sorte d'allié qui vient en quelque sorte nous apporter de l'aide pour nous dire: «Voilà, écoute, tu es dans une impasse difficile, mais si tu as une pensée demande très forte, te dire: "Comment quelle est la que dois-je faire? Où dois-je me guider? Ou quelle solution dois-je, entreprendre ou faire?" Eh bien, on est bien content qu'elle nous guide, vers les bonnes voies, les bonnes issues pour nous sortir de la panade. Donc résoudre des problèmes. Être autoguidé, c'est-à-dire que l'intuition, comme le fait, elle est pas basée que sur le mental, mais elle est aussi basée sur le fait de recevoir des pulsions. C'est que l'intuition, elle nous guide, un peu comme la personne qui me racontait finalement l'accident que j'ai eu en vélo, j'étais guidé vers ça. Parce que si j'avais pas eu cet accident, j'aurais pas été en contact avec cette personne qui elle-même m'a amené vers celui que j'ai embauché. Donc en fait, ça c'est des cas comme ça que j'en ai rencontré dans mon existence énormément. On appelle ça des actes manqués. Mais ce ne sont pas des actes manqués, ce sont des actes manqués que notre intuition nous pousse à avoir. Donc, ça nous permet de voir nos petites vicissitudes de la vie, des fois, sous un autre angle. On se dit finalement, c'est grâce à ces petits problèmes que j'ai permis d'avancer. Si vous faites le bilan dans votre existence, vous verrez souvent que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, rencontré tel ou tel problème ou tel obstacle ou telle difficulté qui n'était pas agréable à vivre, mais
si vous ne l'aviez pas rencontré, vous n'auriez pas fait tel ou tel bond en avant, vous n'auriez pas, avancé, vous n'auriez pas évolué et donc au final, c'est votre intuition vous a guidé à créer à rencontrer ces difficultés qui n'étaient en fait que des difficultés primaires. Parce qu'en fait, là, ce qui vous est arrivé en était la conséquence et puis au final, ça vous permet de vous ouvrir à des opportunités nouvelles. Un peu comme les grands businessmen dont on a parlé au tout début de cette intervention, eh bien, les personnes qui sont intuitives, souvent sont celles qui ont plus de chance dans la vie. C'est pas qu'elles rencontrent pas des problèmes comme tout le monde, elles en rencontrent, mais, elles rencontreront plutôt, les bonnes personnes au bon moment. Les bonnes opportunités qui se présenteront à elles, elles auront tendance à les percevoir mieux que les autres. Au final, ça permet de réussir mieux, de réussir à un plus haut niveau et puis aussi de réussir plus vite. Voilà pour cette intervention Ouais. qui a été assez longue. Alors, il y a un partage de Brigitte que je trouve assez fort qui nous dit qu'elle avait 11 ans. Je m'apprêtais à ouvrir une porte. Une voix intérieure me dit: N'ouvre pas cette porte ou tu es morte. Je n'ai pas ouvert et j'ai eu la vie sauve. Elle demande si c'est une intuition. Ouais, ça ressemble énormément à une intuition ça, tout à fait. Mm. Alors là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle les intuitions de danger et celles-là, elles sont pas commandées, hein. C'est-à-dire que c'est pas notre pensée demande, puisque là, c'est: «N'ouvre pas cette porte», vous pouvez pas prévoir ça. Donc il y a 2 schémas d'intuition. Il y a les intuitions qui viennent de nos pensées demandes, c'est-à-dire qu'on les utilise à volonté et puis il y a les intuitions qui nous viennent, et qui nous permettent de nous sauver la vie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça nous sauve la vie. Ouais. Et il y a un autre partage d'Elsa. En l'an 2000, nous devions partir en Égypte. Mon mari me dit qu'il a rêvé d'une énorme dent, vraiment immense, qui sortait D'une d'une dent, une dent vraiment immense, qui sortait de sa bouche. J'ai eu très peur, mais n'ai rien dit. Mais je pensais, l'avion va-t-il tomber? Le jour de notre retour, le Concorde s'est écrasé. Et du coup, il y a une question de Chantal qui demande si ils ont annulé le vol ou pas. Non, ils n'ont pas annulé le vol. Donc en fait, ils devaient partir en Égypte. Pendant la nuit, son mari a rêvé d'une énorme dent vraiment immense qui sortait de sa bouche. Et elle, ça lui a fait donc il a dû lui raconter, ça lui a fait très peur. Elle a rien dit, mais elle a pensé l'avion. Elle s'est demandé si leur avion allait tomber. Et le jour du retour, c'est le Concorde en fait qui s'est écrasé. Alors là, c'est difficile à dire parce que c'est pas le même avion. Mhm. C'est peut-être le hasard pour le coup. Et puis en même temps, c'est une interprétation des faits. Cette dent, faut savoir faire la relation entre une dent et le fait qu'il y ait un accident. A priori, il y en a certains qui vont dire: «Je la vois pas». Donc il faut se méfier de ça. Ça, c'est une interprétation qui est peut-être juste, hein, je ne sais pas. Mais lorsqu'en général, il s'agit vous savez, il y a eu une catastrophe en Angleterre, au début du siècle dernier. Une énorme catastrophe minière. Comme c'était le charbon, vous imaginez, c'était souvent le cas d'ailleurs. Il y avait des coups de grisou, quoi. Mhm. Et il y a eu une catastrophe, c'était donc, à Overland et là, les mineurs qui étaient donc, au fond de la mine sont tous morts par l'explosion d'un coup de grisou. Et il y a eu des journalistes qui ont interrogé la population, qui se trouvait bien évidemment aux alentours d'Overland et ils ont à leur grande surprise, la majorité des gens ont dit: «Quelques jours avant, nous avions rêvé nous avions rêvé ou nous avions le pressentiment pour certains, nous avions la qu'il allait y avoir une catastrophe» et même, beaucoup disaient qu'on sentait qu'il allait y avoir une catastrophe dans la mine et des enfants, des personnes plus âgées, des ou des gens qui, par exemple, allaient à la mine et puis qui n'y ont pas été parce qu'au dernier moment, ils se sont retrouvés, à être malades ou parce qu'ils n'ont pas voulu y aller. Mais les journalistes ont été absolument stupéfaits
de voir que dans une population d'une petite ville où il y avait donc ces mines, la majorité des gens ont dit: «Nous avions la perception de ça». Il faut savoir qu'on a en fait, quand une catastrophe arrive, si on interroge les gens avant, beaucoup de gens disent: «J'avais la perception de cette catastrophe». Je vais vous donner un exemple, encore un autre qui est encore plus fou. Heu, Lorsqu'il y a eu les attentats des tours jumelles à New York en 2011, en 2001. Il y a un institut, qui dans le monde, sur les 5 continents, utilise ce qu'on appelle des ordinateurs qui ne sont pas en réseau et qui sont dans des cages Faraday. Je crois même qu'ils sont même dans des grottes, très profondes pour qu'il n'y ait absolument aucune influence, et ce sont des logiciels aléatoires, c'est-à-dire qui envoient des messages 1 0 1 0 1 0 de manière aléatoire. Or logiquement, et par les lois du hasard, lorsque on envoie pendant plusieurs heures des chiffres de manière aléatoire 1 et 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, grosso modo, on retrouve à peu près toujours la même quantité, c'est-à-dire 50 d'un côté, 50 de l'autre. C'est la loi du hasard qui veut ça. Et ces 5 logiciels fonctionnent sans réseau sur les 5 continents, sur 5 ordinateurs. Et ils ont noté que lorsque, les émotions sont très, très fortes, lorsqu'il y a une catastrophe ou dans le monde, ou qu'il y a un grand événement mondial, eh bien, étrangement, sans explication scientifique, mais pourtant la science le constate, parce que c'est scientifique comme expérience, mais on ne sait pas la raison. Les on le la Il y a une rupture sur les pourcentages des 50. C'est-à-dire qu'on va peut-être trouver 70 de 1 et 30 de 0. Vous voyez? C'est anormal, et c'est pendant la catastrophe, souvent. Mais lorsqu'il y a eu les crashs des avions sur les tours jumelles, la première chose qu'ont fait les membres de cet institut, qui s'appelle le Global Consciences Project, vous pouvez aller voir sur internet, parce que c'est tellement sérieux qu'aujourd'hui, ils l'utilisent pour prévoir des catastrophes grâce à l'intuition du monde, là pour le coup, c'est la collectivité du monde. Eh bien effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont sorti les sauvegardes, de ces 5 ordinateurs qui étaient sur le continent asiatique, un autre américain, un autre européen, un autre, en Australie, et j'en passe, donc sur les 5, qui donc ne peuvent rien avoir entre eux, hein. Il y a aucun lien, ni informatique, ni d'ondes, rien. Eh bien, on a noté qu'au même moment, les 5 ordinateurs ont connu cette courbe anormale de énorme, 70 de 0 ou inversement de 1. Donc il y avait quelque chose d'anormal. Là où ça devient plus extraordinaire, et on en terminera là, c'est que ces modifications, informatiques ont été produites 7 heures avant les crashs. Donc on s'aperçoit que notre capacité intuitive collective, pour le coup, peut influencer des ordinateurs et nous informer de catastrophes potentielles avant qu'elles n'arrivent. C'est tellement devenu important qu'aujourd'hui, le Global Consciences Project est financé par tous les pays et sert éventuellement à prévenir de grandes catastrophes. Vous voyez que la science s'intéresse à notre intuition. Voilà, le dernier mot, je vous laisse. Ah, on n'entend plus de voix. Oui, si je parle en Ça y est, compagnie, je vous entends, ça y est. forcément. Non, non, l'atelier de jeudi soir. Ben, vous allez en parler. Bah, moi? Oui, bien sûr. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va faire jeudi soir? Ben, on va apprendre à développer sa capacité intuitive, à l'utiliser de manière, presque à volonté. On va Mmh. donc, justement, je vous parlais tout à l'heure de capacité de développer pas de développer, par contre de ralentir l'activité du mental, ce qui n'est pas une mince affaire, Mmh. heu, parce que c'est pas simple de ralentir son activité mentale, mais on apprendra à le faire. On apprendra à utiliser son intuition pour résoudre ses problèmes, pour, trouver
des flashs qui vont nous permettre, dans notre vie de tous les jours, de l'utiliser, de l'exploiter, je dirais presque à volonté. Voilà. Ok, donc jeudi, on va s'entraîner sur tout ça, en fait, c'est ça? On va faire plus que de s'entraîner, on va même découvrir comment ça fonctionne et on va entrer au cœur du mécanisme. Ok, Voilà. donc un mécanisme bien huilé, en fait, c'est ça? Je ne sais pas si c'est huilé, mais en tout cas, c'est protocolaire. C'est-à-dire que on va utiliser le protocole d'un grand savant, qui est celui de docteur Milan Rizol, et qui d'ailleurs, je tiens à le dire, par son protocole, a permis de faire tester la personne la plus intuitive et qui a été même testée par le Guinness des records, le fameux livre des records, Ah ouais. alors qu'il n'était pas du tout intuitif. Et il a tellement développé ses capacités d'intuitif il gagnait au jeu. Il était même interdit de gagner en salle, tellement il gagnait à cause de son intuition. Ah ouais. Ouais, génial. Donc voilà. Alors par contre, Jean-Louis, il me fait trop rire. En fait, il sait pas où il est. Donc il faut faire fonctionner l'intuition pour Jean-Louis ce soir. Donc oui, Jean-Louis, c'est moi qui suis à l'écran. Voilà. Ok. Un dernier mot, Didier. Un dernier mot, je dirais que notre société n'a pas tendance à nous mettre en avant l'intuition, c'est certain. Parce que quand on cherche une information, on a tendance toujours à aller la chercher sur Internet, par exemple. Mais on ne va pas tout trouver sur Internet. Quand il s'agit de faire une rencontre décisive, c'est pas sur Internet qu'on va la trouver foncièrement. Ça peut être notre voisin, ça peut être la personne qui se trouve en face. Bon. Donc, heu, il faut faire confiance à notre capacité intuitive, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est-à-dire elle ne sera productrice que si on arrive à lui faire plus confiance. C'est ça le maître mot. Il faut lui faire confiance et quand on lui fait confiance, eh bien le canal s'ouvre. Oui. Voilà. Ah oui, oui, on a été complètement déconnectés de qui nous Il faut sommes. devenir mouton. Hein? Il faut devenir mouton et pas chèvre. Ouais, mais voilà, enfin non, en fait, faut plus être un mouton, faut quitter tout ça. Mais c'est vrai, on est. Oui, mais je veux dire, c'est dans la classification scientifique, les Ouais, moutons, c'est ceux qui croient en leur intuition ouais, et les chèvres, c'est ceux qui n'y croient pas. ouais. Ouais, ouais. Pour moi, les moutons, c'est ceux qu'on enferme dans les transports en commun pour qu'ils aillent J'ai bien travailler. compris. Non, non, mais c'est autre chose ça après. Voilà. Donc oui, oui, non, mais c'est clair, on a été complètement coupé de par Mmh. l'évolution de notre société, Ah oui, oui, euh, oui. de notre nature, on va dire, de base. Et il est vraiment temps de la retrouver. Je pense que l'état du monde n'est que le reflet de ça. Donc il y a urgence. Donc bah voilà, ça demande un travail quotidien, en fait. Et c'est chouette. Donc merci beaucoup, Didier, pour tout ça. Et À puis à bientôt. jeudi alors, avec toutes celles et ceux qui souhaitent avancer sur cette dimension-là. Voilà. Ah, ça a encore Au revoir, coupé. à bientôt. Ah, bah merci beaucoup.